Ma priorité est vraiment, ce sont les 4 P. Plus de personnel, ça veut dire plus de présence sur le terrain, ça veut dire plus de proximité et plus de prévention. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio le ministre des Affaires intérieures, ou en luxembourgeois, le Innenminister, M. Léon Gloden. Soyez le bienvenu. Bonjour, goedemiddag. Goedemiddag. Donc, vous suivez tous, évidemment, l'évolution de la situation au Luxembourg. On sait que la population a énormément augmenté entre 2010 et 2025. On est passé de plus ou moins 500 000 habitants à 681 000 au dernier décompte de la Statec. Évidemment, ça ne va pas sans certains problèmes. Et sur les réseaux sociaux, on parle souvent de ces appartements qui ont souvent une valeur supérieure à 1 million d'euros, où on se retrouve avec des drogués, avec des délits, du bruit en bas de chez soi. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à mes questions aujourd'hui. Et la première question que j'ai pour vous, vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un grand rôle. Il y a un groupe WhatsApp dont je fais partie, où on est plus ou moins 800 et les gens partagent tous les jours des photos. Est-ce que vous êtes membre de ce groupe? Je ne suis pas membre de ce groupe, mais je reçois régulièrement des messages qui sont circulés et je reçois aussi régulièrement en bilatéral des gens du quartier de la Gare, mais aussi d'autres personnes qui veulent me parler de la situation d'insécurité. Et donc, on essaie de trouver toujours ensemble une solution. Mais je pense que ces réseaux sociaux jouent un grand rôle. Je suis le premier à reconnaître qu'on doit toujours faire attention entre la perception d'insécurité et la réalité de l'insécurité. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va parler chiffres aujourd'hui. Il y a une mesure qui est faite. Mais avant qu'on aille dans ces détails, je crois que votre portefeuille est extraordinairement étendu. Je ne suis pas sûr que les gens sont au courant. Donc, est-ce que vous pouvez redéfinir votre périmètre? Oui, en tant que ministre des Affaires intérieures, je suis en charge des communes et en étant en charge des communes, je suis l'autorité de tutelle des communes. Je suis en charge de tout ce qui touche au PAG, PAP, autorisation de construire. Donc, ma mission, surtout dans ce contexte, est la simplification administrative des procédures auprès des communes. Je suis en charge de la migration, asile et immigration, un portefeuille important. Là aussi, on a changé un peu la politique. On mène une politique d'asile responsable avec heure, mais aussi responsable basée sur l'application des règles qui sont votées par la Chambre. Je suis en charge de la police, de la sécurité intérieure, le thème principal de notre interview. Et je suis en charge aussi avec le ministre des Affaires économiques et le Premier ministre du service secret. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose, en tant que luxembourgeois et résident, qui me surprend. C'est vrai que je vous identifiez bien comme responsable de la police, mais on a l'impression que là, vous avez quand même énormément de travail. En fait, vous êtes en train de gérer la crise de l'immobilier en même temps, et vous êtes en train de faire le travail pratiquement des affaires étrangères. Ah oui, chez nous, tous les jours, on travaille dans les 4 domaines non-stop. À 8 heures, on traite le problème de l'immigration. À 8h15, un problème des communes. Donc, c'est très polyvalent et ça fait aussi l'attractivité de notre ministère. Mais en fait, aujourd'hui, mon ministère regroupe 2-3 ministères. Est-ce que finalement, on n'a pas là le problème classique d'un Luxembourg qui a énormément évolué en 20-25 ans et qui finalement fonctionne encore avec les outils d'il y a 20 ans? Est-ce que vous n'auriez pas besoin finalement d'embaucher là tout de suite 10 personnes en plus pour avoir chaque mission parfaitement sous contrôle? Il faut trouver un équilibre entre d'une part la main d'œuvre, si je peux utiliser le terme, mais aussi la digitalisation. Et ça, c'est vraiment un défi majeur pour mon ministère aussi dans les différents domaines, parce qu'on touche quand même à des domaines qui touchent directement les personnes sur le terrain. Et donc, il faut maintenir d'une part le contact physique. Les décisions que je prends, ce sont des décisions très souvent individuelles, surtout en matière d'asile, mais il faut trouver d'autre part le mode de digitalisation adéquat qui permet de faciliter, qui permet d'accélérer les procédures. Très bien. Question de moyens. On a vu en fin d'année dernière à la justice, tout d'un coup, on a réalisé qu'on n'avait pas assez de monde, que peut-être les outils ne sont plus en phase avec notre époque. La police, je crois, est en train de recruter, mais là aussi, ce qu'on entend souvent, c'est on manque de moyens. On en est où? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens à la justice et dans la police? C'est
une de mes priorités quand je suis arrivé au gouvernement, la position était très claire, il faut augmenter le recrutement de la police. En 2024, on était à 3111 policiers et civils. On a aussi pas mal de cadres civils. C'est aussi important. C'est un atout de l'attractivité de la police parce qu'on a besoin des gens qui préparent les dossiers aussi pour les policiers, qui font les enquêtes dans les grands dossiers de criminalité. En fait, vous avez besoin de financiers, de comptables pour éplucher les documents comptables, pour éplucher toutes les données financières. Au 1er janvier 2025, on était à 3241, policiers et civils compris, et aujourd'hui, avec les stagiaires, on est à 3400. Donc, il y a une augmentation constante et le but est de recruter chaque année 200 policiers. Il faut aussi augmenter le recrutement auprès de la police judiciaire. C'est la police judiciaire, vous ne le voyez pas sur le terrain, ils n'ont pas d'uniforme, mais ils sont d'une part sur le terrain pour faire des observations, notamment en matière de drogue. D'autre part, les gens travaillent dans les dossiers, sur les dossiers, en coopération avec nos collègues internationaux pour démanteler les gros réseaux criminels. Alors, on sait qu'il y a un peu une bascule, autour de 2018, on était passé sur un mode très répressif et on a vu que ça n'a pas très bien marché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous essayez d'aller vers un mode qui soit aussi un peu plus préventif. Ça passe par quelle mesure? Ma priorité est vraiment, ce sont les 4 P. Plus de personnel, ça veut dire plus de présence sur le terrain, ça veut dire plus de proximité et plus de prévention. Je mets l'accent aussi sur le travail de prévention et c'était ce volet qui a été oublié dans la loi de 2018. Très bien. Est-ce qu'on va mettre à jour cette loi? On est en train de travailler. Ce rôle de prévention, de proximité sera renforcé dans la loi et l'unité de police locale est introduite dans la loi de 2018. Parfait. Alors, on revient maintenant sur le sentiment. J'habite à Bonnevoie. N'allez pas près du rond-point à Bonnevoie quand il fait nuit. En tout cas, moi, j'y vais plus. Je fais un grand détour. Je suis déjà allé à 2-3 reprises, à la fois pendant la journée et pendant la nuit avec des patrouilles de police. D'ailleurs, il y a 2 jours, je fais une patrouille de police à Diffodange. Il n'y avait aucun souci. Donc, la politique de sécurité du nouveau gouvernement fonctionne. Ou alors, les réseaux sociaux savent quand vous allez venir. Ça, on ne sait pas exactement. En tout cas, il y a effectivement, je l'ai vu. J'habite depuis longtemps à Bonnevoie. J'habite depuis plus de 15 ans. Les 5 dernières années, notamment entre le rond-point et l'église, c'est devenu dangereux. Moi, je regarde mes chaussures, j'essaie d'éviter la rue tout simplement. À la gare, là aussi, le bon sens d'un citoyen, c'est de dire, OK, on sait qu'à chaque virage, il y a un vendeur de drogue, ou en tout cas, il y a une personne qui surveille la rue. On a compris, de par les articles de presse, que si cette personne, effectivement, n'a pas de drogue sur elle et qu'elle n'est pas prise en flagrant délit, on peut contrôler ses papiers 100 fois par jour, il a le droit d'être là. Donc, est-ce que finalement, une solution, ça ne serait pas de punir l'acheteur et peut-être de dire, voilà, monsieur vient d'acheter de la drogue, venez par ici, et peut-être une fois d'en faire un peu de la pub? Tout d'abord, je veux dire que je comprends tout à fait le souci de la population du quartier de la Gare, mais aussi d'autres villes. On a eu aussi un problème de drogue à Ettelbruck, par exemple. Là, on a augmenté aussi le roulement du commissariat dans une catégorie de plus, c'est-à-dire plus de policiers et plus d'heures d'ouverture, plus de patrouilles. Aujourd'hui, pour le quartier de la Gare, la problématique est très complexe. D'une part, et je comprends les gens, ils attendent que la police règle tout. Mais la police n'est pas un acteur social. La police n'est pas un médecin. La police n'est pas un infirmier. La police est là pour garantir l'ordre et la sécurité, la tranquillité publique. C'est ça la mission de la police, à la fois au niveau national qu'au niveau local, parce qu'au niveau local, ce sont les prérogatives, ce sont les missions du bourgmestre d'une commune. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, ensemble avec le Premier ministre, de mettre autour de la table tous les acteurs qui sont concernés, parce que la problématique est très variée. Il faut des acteurs sociaux sur le terrain, bien sûr, parce que aussi les drogués, très souvent, ce sont des gens malades. Ils n'ont pas réussi dans leur vie, ils ont eu un coup dans leur vie, et je touche du bois. Ce sont donc des personnes
qui ont un problème, d'abord lié à leur travail, à leur situation de famille, et cette problématique se répercute sur leur santé et ils prennent des drogues pour oublier. C'est comme ça. Bien sûr. Et donc, autour de ce Drogendesch 2.0 qu'on a présenté aussi à la population, et le 26 juin, il y a une nouvelle soirée avec encore beaucoup plus de personnes du quartier de la Gare, avec des commerçants, où on va réexpliquer ce Drogendesch 2.0 et aussi les mesures qui ont déjà été prises depuis la dernière annonce. Donc, il y a cette concertation ministère de la Famille, ministère de la Santé, ministère de la Justice, le mien et la ville de Luxembourg. Et chacun a des responsabilités. Et le point crucial, c'est que tout ça se passe dans la concertation. Et je crois que c'est ça la grande nouveauté, parce qu'avant, chacun essayait de faire de son mieux dans son coin, mais il n'y avait pas une coordination, il n'y avait pas une concertation coordonnée. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un groupe de concertation, de coordination, ensemble aussi avec le délégué auprès du gouvernement pour les drogues, qui connaît bien la problématique de la drogue. Et oui, on augmente les moyens pour la police, le recrutement. Il y a depuis le 12 mai, il y a l'ouverture du commissariat actuel dans la rue Glaise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en train de trouver des nouveaux immeubles dans le quartier de Bonnevoie, dans le quartier de la Gare. On parle là sur 2-3 ans, mais des grands immeubles avec une belle présence visuelle de la police. La justice a changé son mode de recrutement. Le nouveau procureur général d'État, contrairement à sa prédécesseuse, a dit que la justice doit être ferme sur la problématique de la criminalité. Les lois sont là, il faut les appliquer. C'est le rôle de la justice, c'est pas le rôle de la police. Et il faut améliorer les infrastructures d'accueil social pour soigner les gens et pour donner une espérance, un espoir de sortie. Un espoir de sortie, voilà, de leur vie qu'ils mènent actuellement. Oui, là vous répondez un peu à ma prochaine question qui était que, de nouveau, vu du point de vue d'un citoyen, on a suivi la vague, donc les manifestations des résidents. Alors après, ils étaient reçus à la mairie avec vous, et puis il se passait pas grand-chose. Alors ils ont remanifesté. On a l'impression qu'il y a ces cycles, qu'on est un peu dans cette recherche du consensus qui finalement ne produit rien. Donc, et finalement, à la fin, est-ce que ce qui manque pas, c'est finalement une forme de suivi chiffré? Je vous donne un exemple tout simple. J'étais à New York il n'y a pas très longtemps. Si vous allez sur NYPD, vous avez les statistiques de tous les commissariats chaque mois. Est-ce que finalement, ça serait pas un bon début que chaque commissariat publie tous les mois les petits crimes, les grands crimes, parce que moi je cherche toujours ces statistiques, je dois toujours attendre jusqu'en avril pour avoir les stats de l'année d'avant. En plus c'est présenté avec beaucoup de style, mais moi j'ai pas besoin du style, il me faut un tableau Excel en me disant meurtre, vol avec violence, voiture volée. Est-ce que là on ne doit pas simplement changer de culture et aller plus dans un suivi mensuel, chiffré? C'est une bonne idée et on est aussi en train de voir avec la police. Bon, c'est pas la priorité de la police de publier des statistiques. La priorité de la police, c'est de combattre la criminalité et d'être présent sur le terrain. Et on est quand même déjà en train de voir comment on peut améliorer la communication. Je vous donne un exemple concret. Il y a encore 4 mois, on publiait tous les jours, on fait des communiqués de presse sur les infractions commises. On a parfois aussi l'impression que, étant donné qu'il y a une communication quotidienne, les gens ne le réalisent plus, s'aperçoivent plus. Mais depuis quelques mois, on publie aussi, je dirais, les succès. Absolument. On dit 3 cambriolages à la ville de Luxembourg et on a arrêté 2 voleurs. Et je crois que c'est très important. Comme ça, on montre aussi l'activisme de la police parce que les gens veulent bien sûr aussi, si une infraction est commise, que la police fasse le travail pour arrêter le cambrioleur dans ce cas précis. Et c'est vrai que j'ai donné l'exemple de NYPD, mais par contre, quand je vous posais la question des chiffres, je pense qu'il faut avoir toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il faudrait que la ville de Luxembourg fasse aussi son reporting. Peut-être qu'Abrigado doit aussi faire son reporting en disant combien de personnes ils ont sauvées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à se réinsérer? Parce que là aussi, je suis un grand fan de l'action d'Abrigado qui fait un travail héroïque. J'ai été les voir il y a quelques mois. C'est les Walking Dead. Hein. C'est très, très impressionnant. Donc,
peut-être qu'on stigmatise trop la police, c'est très luxembourgeois, on attend que le service soit rendu facilement. Ouais. Et vous m'avez convaincu qu'il faut une collaboration entre une longue série d'acteurs, et peut-être que ce reporting, il doit être sur toute la chaîne des acteurs. Et on a amélioré la communication avec les communes parce que, et là je parle de mon expérience d'ancien bourgmestre de la ville de Grevenmacher, la capitale de la Moselle luxembourgeoise. Voilà, c'est dit. Où aussi j'ai remarqué que souvent j'ai lu dans la presse qu'il y a un accident ou un cambriolage dans ma commune alors que j'étais pas informé par la police. Et quand je suis devenu ministre, je dis il faut améliorer la communication. Il ne faut pas toujours une réunion physique, mais il faut une information régulière parce que le bourgmestre, le collège échevinal, la commune sont des acteurs très importants. D'ailleurs, premièrement, le bourgmestre est responsable pour l'ordre public local. Ça remonte aux anciens décrets de 1789-91. On va les insérer dans une loi moderne maintenant. Mais là, ils sont un acteur principal, un partenaire pour la police parce qu'ils connaissent leur terrain. Et dans ce cas aussi, on essaye d'améliorer la coopération entre agents municipaux et la police d'autre part. Parfait. Alors, on va peut-être conclure avec vos 3 priorités. Je sais que vous avez beaucoup sur votre assiette en ce moment. Actuellement, les 3 grandes priorités. Pour la sécurité intérieure, c'est vraiment l'amélioration, la continuation de l'amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité. Dans le cadre de la sécurité civile, dans tout ce qui touche aux sapeurs-pompiers, c'est la résilience. Il faut être préparé au mieux pour les crises. On ne peut pas éviter les crises naturelles, mais on a tiré les leçons des grandes inondations de 2021. Donc, résilience, être préparé au cas où ça arrive. Dans l'immigration, une responsabilité, une politique responsable avec cœur, basée sur l'application des lois. Et au niveau de l'administration, au niveau de l'administration des communes, vraiment simplification, simplification, simplification des procédures et digitalisation qui touchent à tous les domaines. Très bien. Donc, si je résume un petit peu, j'ai appris, je n'étais pas forcément au courant que vous avez vraiment un portefeuille qui est très, très élargi. Besoin pour ce ministère ou ces ministères de collaborer avec une longue série d'acteurs. Donc, clairement renforcer les moyens de la police et de la justice. Et tout ça peut-être avec une communication, un peu de reporting tout le long de la chaîne pour que la population puisse mesurer toujours l'écart entre sa perception et la réalité des chiffres. Et pour le surplus, je m'occupe encore de Schengen. En plus. Parfait. Ben alors, bonne chance pour les mois à venir. On sait que c'est un portefeuille extrêmement stratégique aujourd'hui pour l'attractivité du Luxembourg. Et merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Merci pour cette interview.